Là, vous voyez bien, hein? Mhm. D'accord. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Euh, Cette contribution propose une étude logométrique comparative d'une sélection d'allocutions du défunt président tunisien Beji Caïd Sebsi et du dirigeant égyptien Abdel Fattah Sisi, le dirigeant actuel. Donc, ces allocutions sont disponibles dans des archives en ligne. Tout d'abord, nous allons, après une brève introduction, nous allons présenter nos problématiques ainsi que le corpus et la méthode d'analyse. Nous allons ensuite voir la définition, en fait, le champ sémantique dans chaque discours de la notion démocratie, État national. État national. Et après, nous allons comparer la vision de chaque dirigeant envers l'islam et la politique, l'islam dans le domaine politique. Et ensuite, nous allons présenter quelques conclusions selon le temps qui nous reste. Donc, cette approche s'appuie sur une analyse lexicométrique assistée par ordinateur et nécessite un retour au texte, au contexte et à l'énonciateur pour tenter d'élucider les intentions politiques de celui-ci derrière la réalisation de traits sémantiques par le biais de syntagmes dans un contexte ayant trait à l'organisation de la société. Nous verrons que l'emploi des notions comme démocratie, État national permettent à l'énonciateur politique de construire et de propager un univers de symboles et de marqueurs pouvant lui garantir son maintien au pouvoir. Nous verrons également à quel point l'islam constitue un élément essentiel au plan décisionnel dans les sociétés arabo-méditerranéennes. Donc, il convient de préciser ici que les locuteurs dont nous allons analyser les allocutions, même s'ils sont souvent critiqués par une partie de leurs administrés, leur statut en tant que représentants de la magistrature suprême de leur pays respectif les inscrit dans l'histoire de l'humanité en tant que successeurs et prédécesseurs d'autres instances. Ces locuteurs se placent ainsi comme des maillons d'une chaîne de transmission de valeurs culturelles de génération en génération. C'est dans ce sens que nous considérons que ces discours font partie du patrimoine arabe. Dans cette optique, il est nécessaire de rappeler que les régimes politiques postcoloniaux instaurés dans les pays arabes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient ont mené dès leurs indépendances, dès leur décolonisation, des campagnes d'arabisation dans le but de construire une identité arabe commune et d'unir plusieurs communautés sociolinguistiques et culturelles, amazigh, syriaques, kurdes, etc. Le projet d'arabisation de la société a connu un progrès surtout au plan interne, car les politiques nationales de décolonisation l'incluaient dans la lutte légitime contre le colonisateur. D'ailleurs, des courants politiques très influents présentent jusqu'à aujourd'hui ce projet comme un remède contre les effets négatifs de la domination coloniale. Donc, nous retenons ici que le discours officiel joue un rôle prépondérant dans la construction d'une identité basée sur les valeurs exprimées par la majorité ou celles que les décideurs tentent de répandre dans la société. Sauf que l'homogénéité d'une langue n'est pas le seul garant d'une identité collective, puisque les membres de chaque communauté se reconnaissent à travers un héritage qu'ils reçoivent du passé par le biais de la filiation, qui garantit leur cohésion sociale, comme le précise Charodo. Par ailleurs, même si chaque dirigeant politique s'adresse à son audience en arabe, en langue arabe, l'usage de celle-ci diffère d'un énonciateur à un autre, d'un pays à un autre, d'un contexte à un autre, et d'une population à une autre. Dans cette perspective, l'emploi des mots et le sens qui leur est attribué dépendent des stratégies discursives adoptées par les dirigeants politiques et de la volonté de chacun de se faire prendre pour référence. C'est ce que nous allons tenter d'illustrer par le cas de Qaïd Beji Sebsi et de Abdel Fattah Sisi. Mais nous présentons tout d'abord quelques problématiques dégagées de notre recherche préliminaire. La première concerne les régimes politiques en place depuis l'indépendance de ces pays arabo-méditerranéens, qui n'ont pu ni satisfaire les demandes de démocratie exprimées par leurs administrés, ni employer un discours plus efficace que celui relevant d'un discours religieux politisé. Ce discours est destiné à gagner les esprits. Ce qui fait que les mouvements d'opposition les plus importants, le mouvement le plus important a progressé sous une étiquette qualifiée d'islamiste.
C'est ce que nous avons constaté en Algérie depuis les années 90 et en Égypte, au Maroc et en Tunisie depuis 2011. Alors, la deuxième problématique concerne le rapport entre islam et démocratie. Pour certains dirigeants, la compatibilité entre islam et démocratie est souvent étayée par le fait que toutes les affaires publiques dans un ordre islamique sont déterminées et conduites après consultation mutuelle, ce qu'on appelle shura, entre les croyants habilités à prendre part à une décision compatible avec la loi et le bien public. Parallèlement, d'autres voix considèrent que la démocratie n'est pas compatible avec une cité islamique originelle, strictement conforme à un modèle déjà instauré à Médine. Mais ces deux voix opposées peuvent être exprimées par une même famille politique, puisque les dirigeants qualifiés d'islamistes ont pris le pouvoir par voie d'élection et défendent leurs acquis par le fait d'avoir été élus démocratiquement. Ce qui fait que la démocratie constitue un tremplin politique pour ce courant idéologique. Une fois élus, ses représentants étouffent les voix opposantes, comme faisait la classe politique qui dirigeait ces pays depuis leurs indépendances respectives. Je vous laisse regarder la figure 1 qui date de mai 91. Donc le Front islamique du salut algérien dévoile son projet politique. Donc si nous sommes majoritaires, nous suspendrons la Constitution, nous interdisons les partis laïques et socialistes, nous appliquons immédiatement la charia et nous expulsons le président de la République. Par conséquent, cette situation sociopolitique est problématique pour les dirigeants dans le monde arabe actuel, qui doit maintenir la paix sociale et éviter d'éventuelles révoltes incontrôlables. Pour ce faire, il importe d'adopter une stratégie discursive adaptée à leurs audiences. Donc, pour ce qui est du corpus, le corpus de cette recherche, il est constitué de la transcription d'un nombre d'allocutions disponibles dans les archives du site internet de la présidence de la République tunisienne, carthage.tn, et celle de la plateforme numérique égyptienne collaborative almanassa.com. Pour comparer le comparable, nous avons sélectionné les textes prononcés par chaque dirigeant durant une même période, c'est-à-dire le même contexte géopolitique d'une région fragilisée par des crises économiques, politiques et sociales. Les plus anciennes allocutions disponibles dans les deux archives datent de 2015 et les plus récentes que nous avons recueillies datent de 2019 en raison du décès du président tunisien Béji Caïd Sebsi à la même année. Ce corpus nous permettra de comparer les occurrences de quelques formes lexicales renvoyant à des notions liées à l'organisation de la société, impliquant ainsi la doctrine politique adoptée par chaque dirigeant. Et nous adoptons ici une approche logométrique qui constitue, selon Meyafre, le prolongement naturel de la textométrie, car elle combine analyse quantitative et analyse qualitative du discours. En d'autres termes, il s'agit de procéder au calcul des co-occurrences, du vocabulaire spécifique, des segments répétés, avant de revenir au texte pour tenter d'établir une relation entre les observables et le contexte de leur apparition. Pour le moment, nous postulons que le discours d'Abdel Fattah al-Sisi s'inscrit dans une perspective nationaliste visant à rassembler les communautés religieuses de la société égyptienne autour de valeurs communes, tout en prêtant une attention particulière à la majorité musulmane susceptible de réclamer son départ et d'élire un dirigeant proche des frères musulmans. Quant au discours de Béji Caïd Sebsi, il affiche une prise en compte des doctrines politiques occidentales tant qu'elles vont dans le même sens des efforts sociopolitiques lancés par Habib Bourguiba dans les années 50, visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à adapter certaines règles religieuses à une société occidentale ou occidentalisée. Donc, après avoir relevé les mots pivots en question à l'aide du concordancier Entconc, nous avons exploré leur voisinage, c'est-à-dire les co-occurrences à droite et à gauche, ainsi que les mots outils qui relient celles-ci avec les mots pivots. Dans la même veine, une relation sémantique peut être établie en présentant l'élément pivot comme argument ou comme prédicat dans une proposition, ou simplement en co-occurrence avec d'autres mots auxquels il sera relié par une préposition, par une conjonction de coordination, etc. Cette relation
peut aussi se présenter sous forme d'isotopie, c'est-à-dire l'effet de la récurrence syntagmatique d'un même trait sémantique, dans le contexte bien sûr. En même temps, la reconnaissance des sèmes ou traits sémantiques d'un morphème ou d'une lexie requiert la connaissance par l'analyste de la définition dictionnérique de l'unité lexicale concernée, le contexte de son apparition, ainsi que l'identité, les intentions de l'auteur, locuteur ou scripteur, d'où notre approche logométrique. Donc, les traits sémantiques déterminés autour d'un mot pivot constituent un champ sémantique défini par Rastier comme une classe conceptuelle, composée d'un ensemble structuré de taxèmes pour lesquels il n'existe pas de critères linguistiques pour le mettre en évidence. Donc, le champ sémantique correspond à une situation de communication. Les notions que nous présentons aujourd'hui sont exprimées par les formes démocratie, État national, islam et leurs dérivés. Donc, pour la démocratie, j'ai mis quelques définitions dans le slide. Dans le dictionnaire de la langue française, le mot démocratie est défini comme doctrine politique, d'après laquelle la souveraineté doit appartenir à l'ensemble des citoyens, ou bien une organisation politique, souvent la République, dans laquelle les citoyens exercent cette souveraineté. Ce mot renvoie aussi à tout État pourvu des institutions démocratiques, ou bien un État organisé suivant les principes de la démocratie. Et bien sûr, il y a des définitions par extension, démocratie chrétienne, démocratie directe, démocratie participative, que je n'ai pas cité dans le slide. Et dans le dictionnaire de la langue arabe, le mot démocratia renvoie à tout régime politique basé sur la souveraineté du peuple et sous lequel chaque citoyen jouit de ses droits fondamentaux que sont la liberté d'expression et d'action, l'égalité entre chacun. Donc, dans les deux langues, certains dictionnaires mentionnent l'origine grecque de cette lexie, composée du mot démos, qui signifie peuple, et du suffixe kratos. En français, ce dernier est traduit par force et puissance, alors qu'en arabe, il s'agit de sieda, qui équivaut au mot français souveraineté. Alors, je vous présente dans le tableau 1 les occurrences, enfin, les fréquences des morphèmes, du morphème démocrate et ses dérivés dans le discours d'Abdel-Fattah Sisi et Baji Qaïd Sebsi. Nous voyons la différence dans les fréquences, qui est comme conséquent. Pour le discours de Sebsi, voici le champ sémantique. J'ai souligné quelques traits sémantiques employés et actualisés par Badi Qaïd Sebsi. Dans le corpus tunisien, les formes dérivées de démocrate sont souvent en concurrence avec des mots renvoyant à la liberté, al-hurriya, les droits humains, huquq al-insan, la paix, la stabilité, l'ouverture, al-infitah, l'alternance politique, tadaoul al-sulta. Mais il importe de préciser ici que démocratie est associée en même temps à des mots renvoyant à parcours, chemin, transition, mutation, qui représente la démocratie en Tunisie comme un projet en cours de réalisation. D'ailleurs, le président tunisien qualifie dans une allocution la démocratie de fetiya, qu'on peut traduire par jeune. Donc là dans le discours de Badi Qaïd Sebsi, nous avons relevé, par exemple ici, une isotopie. Là, donc je mets, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, donc ici, وقد برهن تونس بهذا الخيار أن الديمقراطية. Et un peu plus loin, احتكام لإرادة الشعب بآليات عصرية. Donc là, on voit une relation une isotopie. Et pour l'exemple que nous avons à droite, donc voyons qu'il y a une relation de concurrence avec certaines notions comme stabilité sociale, consolidation des valeurs, l'alternance pacifique, etc. Et dans le discours d'Abdel Fattah Sisi, nous relevons que 6 occurrences de formes comportant des mourats.
Par ailleurs, Sissi emploie ces lexis en concurrence avec bina, construction, tahawul, transformation, sauf qu'il situe sa définition dans un contexte institutionnel. Et lorsqu'il évoque l'égalité entre les citoyens, il précise que celle-ci se réalise dans la limite des droits fixés par les institutions, ainsi que les devoirs et les responsabilités des citoyens. Et dans aucun cas, Sissi évoque la liberté d'expression. Et dans le discours de Sissi, la notion de démocratie apparaît aussi en concurrence avec des mots renvoyant au changement, la croissance, la réforme, l'islah. Devant une audience internationale, Sissi décrit la démocratie comme un concept fondateur de l'État national, au même titre que l'égalité, le mousawat, la citoyenneté, le muatana et les droits humains, حقوق الإنسان. Donc nous allons voir dans ce sens l'État national. Dans le dictionnaire de la langue française, parmi les nombreuses définitions du mot État national, nous retenons ici celle concernant la manière d'être d'un groupement humain. Et dans ce sens, ce mot désigne une forme de gouvernement ou un régime politique et social, et aussi une autorité souveraine, un ensemble de services généraux d'une nation, un groupement humain fixé sur un territoire et soumis à une autorité pouvant être considérée comme personne morale. Quant au mot nation, il renvoie à un groupe d'individus auquel on suppose une origine commune. Ce groupe humain est généralement vaste et se caractérise par la conscience de son unité historique, sociale, culturelle et la volonté de vivre en commun, etc. Et dans le dictionnaire arabe, de la langue arabe, en plus des significations de ces mots en français, le mot daoula est défini comme prise de contrôle, prédominance ou comme quelque chose qui subit une alternance. Pour ce qui est de la forme watan, nation, il désigne principalement le lieu de résidence d'un individu et auquel il se sent appartenir, qu'il y soit né ou pas. Et Bédarida définit la notion d'État national, donc la fusion entre État et nation, État-nation ou État national, comme une fusion entre l'appartenance à un État dont on respecte la Constitution et les règles, et l'appartenance à une nation dont on partage les valeurs et le patrimoine culturel. Alors, dans le discours de Sissi, nous relevons 27 occurrences de la notion de Dawla al-Wataniya, alors que dans le discours de Beji Qaid Sibsi, on n'en relève que 6. Alors, dans les 29 allocutions du corpus égyptien, donc, le Dawla al-Wataniya est défini comme une entité, Kayan, une nation qui rassemble, Watan Jame', un creuset, Bautaqa, regroupant plusieurs cultures, thaqafat et appartenances religieuses, Tawa'if, wa Madahib, Muta'addida. Donc là je vous ai mis le champ sémantique de la notion État national dans le discours d'Abdel Fattah Sissi. Donc le dirigeant égyptien y voit aussi un État indépendant, Dawla Mustaqilla, souverain, dat siyada, ayant des institutions stables. Et pour l'orateur, l'État national constitue un projet mashroua, moderne, basé sur les principes de citoyenneté, d'égalité, sur la supériorité des lois et des droits humains. Donc, ce concept inclut aussi, selon la vision d'Assisi, une institution militaire unifiée, garantissant la sécurité des citoyens contre toute menace terroriste. Selon Sissi, l'État national se base aussi sur des valeurs démocratiques répondant aux aspirations du peuple en termes de liberté, le hurriya, de développement, le tanmiya et de dignité. Donc, il convient de préciser que Sissi emploie cette notion dans des discours à une échelle internationale, destinés à une audience internationale. Donc, Abdel Fattah Sissi, selon lui, l'État national est construit par des concepts de la citoyenneté, la démocratie et de l'égalité. En d'autres termes, l'État national partage quelques traits sémantiques avec ces trois notions, y compris la démocratie, sans pour autant être le synonyme. Cette notion est complexe dans le contexte égyptien, d'autant plus qu'El-Sisi considère que la définition actuelle de la démocratie n'est pas adaptée aux sociétés arabo-musulmanes.
c'est ce que nous allons voir dans la conclusion. En discours de Qaïs Sebsi, nous enregistrons 6 occurrences de cette expression. Donc, cette notion est décrite comme un synonyme de perfectionnement, accomplissement total de la souveraineté, istikmal siyada, repérant ce processus dans les années 50. Et il considère cette notion comme étant l'aboutissement d'un processus d'assimilation des principes de la modernité déclenchés depuis l'indépendance du pays. En situant cette notion dans le contexte géopolitique actuel, Sebsi parle d'un État national moderne. Donc là, nous entamons la partie islam et politique. Donc le rapport entre l'islam et le régime politique selon la vision de ces deux présidents. Donc là j'ai relevé les occurrences dans chaque discours que je présente, et j'ai mis en vert les occurrences de musulmans et dérivés. Donc pour vous montrer qu'il n'y a pas énormément d'occurrences de musulmans et ses dérivés. Il y a surtout islam et dérivés. Alors dans le corpus, donc là je présente l'islam en tant que religion. Dans ce corpus, l'islam est décrit comme dinuna par Badi Qaïd Sebsi, ou bien il parle de Tunis, l'islam ou dinuha. Donc quand il parle de dinuna, on constate un nous inclusif, donc la religion du dirigeant tunisien et son peuple. Il importe de préciser ici que cette formulation peut susciter un sentiment d'exclusion auprès des minorités religieuses et contredire le discours du locuteur prônant l'égalité entre les différentes parties de la société. L'islam y est également défini comme la base de la société, la sécurité globale, al-amn al-shamil, dont les préceptes appellent à la paix, al-silm, al-salam et salama, et comme une source de quiétude, mab'at at-tama'nina, la sakina, etc. Et nous constatons que Badi Qaïd Sebsi insiste sur le fait que l'islam est compatible avec la démocratie, en la décrivant comme mumkina et nécessaire, daruriya, dans une région arabe et musulmane, et affirme que les mécanismes modernes qui permettent de répondre aux aspirations du peuple n'ont rien de contradictoire avec l'islam. En même temps, l'orateur reconnaît qu'il existe des mouvances extrémistes qui prétendent représenter l'islam et appelle ainsi les islamistes tunisiens dans le Nahda à ne pas tenir un discours des associations à ces mouvances et à prouver que l'islam ne représente aucun danger pour la démocratie. Dans la même veine, Badi Qaïd Sebsi appelle aussi les dirigeants du monde arabe et musulman à représenter un islam modéré et éclairé et à ancrer une culture de dialogue, le hiwar, de tolérance, tasamouh et du respect de toutes les croyances et religions. Dans le discours de Abdel Fattah al-Sisi, parmi les 28 occurrences du morphème islam, dans le discours de Sisi, on relève de nombreux traits sémantiques définissant cette religion, notamment dans ses allocutions devant les imams de la grande mosquée de l'Azhar à l'occasion du Mawlid Nabawi Sharif. Il appelle en ce sens à une prise de conscience pour refuser tout ce qui est hostile à la raison et à l'humanité. Du coup, l'orateur appelle à rejeter toute pensée contraire à l'islam authentique, sahih al-islam, c'est-à-dire celle contraire à la raison et celle incitant à la haine contre l'humanité. Dans cette perspective, Sisi appelle les autorités religieuses à proposer une nouvelle lecture des textes religieux, car il estime que leur interprétation s'est dissociée des préceptes de l'islam et que celle-ci est devenue un outil entre les mains de certains acteurs malveillants pour justifier leurs crimes contre l'humanité. Le discours de Sisi va spécifiquement dans le sens de son projet de modernisation du discours religieux, Tajdid al-Khitab ad-Dini, qui vise selon lui à faire face avec audace et courage à tout ce qui est intrus à l'islam. Dakhil ala dinina. Donc il emploie ici dinina. Et de réhabiliter ainsi l'image de cette religion. Dans les passages où ce projet est évoqué, on peut interpréter un nombre de traits sémantiques attribués à l'islam. Donc ici, le locuteur affirme que c'est une religion grandiose, din azim.
Et dans cette perspective, Sisi incite les imams et les Égyptiens à prouver à Dieu et au monde que la grande communauté musulmane, l'Ummah, est capable de se moderniser d'elle-même, tajdid dhatiha, et de contribuer à l'évolution de l'humanité. Mais il importe de préciser ici qu'en aucun cas, l'islam est comparé à la démocratie dans le discours d'Abdel Fattah al-Sisi. Donc, pour conclure, pour ce qui est du discours de Badi Qaïd Sebsi, cette analyse révèle l'orientation politique du défunt président tunisien, lui permettant de s'afficher comme l'héritier de la doctrine de Habib Bourguiba, le père fondateur de la République tunisienne. Dans son discours, nous constatons de relevant des formules comme Warid al-Habib Bourguiba, al-Muhami Za'im Habib Bourguiba, Za'im Marahil Habib Bourguiba, al-Mujahid al-Akbar, etc. Il parle de Tawra, ou bien oui, سياسة تزعمها الحبيب بورقيبة بقيادة الحبيب بورقيبة. Parmi les mesures phares prises par le régime Bourguiba au plan social, on peut citer l'abolition de la polygamie et l'octroi des droits égaux aux femmes, l'établissement d'un système d'enseignement unique et de certaines formes archaïques de propriété foncière. Et dans cette optique, Beji Qaïd Sebsi va plus loin en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, en autorisant le mariage des femmes tunisiennes musulmanes avec des non-musulmans. Et s'agissant des droits successoraux, le projet de loi visant à garantir l'égalité des parts d'héritage entre les hommes et les femmes a été relancé à l'ère Sebsi, mais reste lettre morte pour le moment. Les grandes lignes d'un régime démocratique en Tunisie s'expriment à travers le discours de l'homme fort du pays qui tente de convaincre l'audience qu'un processus démocratique est à l'œuvre. En revanche, lorsque Beji Qaïd Sebsi décrit la démocratie comme un jeu, le Haba, ceci rappelle les manœuvres politiques exercées au sein du néo-Doustor sous Bourguiba pour étouffer pacifiquement toute opposition organisée. C'est justement ce que reprochent certains observateurs à Sebsi lorsqu'il a désigné son fils en janvier 2016 comme directeur exécutif du mouvement Nida Tunis. Par ailleurs, la Tunisie d'aujourd'hui ne semble pas avoir réussi à rassembler les énergies positives autour d'un projet économique concret, alors que Bourguiba a pu orienter les aspirations sociales vers des buts concrets à travers un projet de développement économique selon Moore. Même si Sebsi a pu former un gouvernement d'union nationale regroupement des représentants politiques de tous bords, il n'est pas parvenu à combattre la pauvreté causée en partie par la situation économique du pays au lendemain de la révolution du jasmin, comme la décrivent certains observateurs. Et si on se réfère à Jacques Chirac, dont s'inspire la démocratie en Tunisie, enfin, Jacques Chirac, c'était l'ancien président de la République française, dont s'inspire la démocratie tunisienne. La croissance et le développement sont les bases de la démocratie et les démagogies trouvent un terreau fertile quand la confiance dans l'avenir est ébranlée. Par conséquent, Beji Qaïd Sebsi exploite les atouts de la modernisation au plan socio-culturel et prend l'égalité entre les hommes et les femmes à l'échelle nationale et internationale. Il justifie ces réformes par la loi sur le mariage des femmes tunisiennes avec des non-musulmans, au moment où des voix en France veulent établir un islam laïque, un islam de France. C'est dans cette optique que les réformes lancées par le président tunisien visent à prouver à l'Occident qu'il est possible de rendre l'islam compatible avec une culture démocratique à l'européenne, et en y adaptant certaines règles religieuses par l'ijtihad. Alors, donc revenons au discours de Abdel Fattah al-Sisi. Cet aperçu révèle que le président égyptien se place à la fois comme le garant de l'unité et de la sécurité nationale dans une région déchirée par des guerres intercommunautaires et des conflits interconfessionnels, et comme le protecteur d'un islam que certains citoyens ne voient pas compatible avec un modèle démocratique occidental. Il convient de mentionner en ce sens le mémoire d'études rédigé par Abdel Fattah al-Sisi, alors officier
en formation dans une école militaire nord-américaine. On pense ici, là j'ai mis le slide, j'ai mis la citation en anglais et j'ai traduit vers le français. Donc pour Sisi, la démocratie comme entité séculaire n'est pas susceptible d'être reçue favorablement par une grande majorité des moyens orientaux qui sont des musulmans pieux. En même temps, il est nécessaire de trouver un discours rassembleur d'une population composée non seulement de musulmans, mais aussi de coptes orthodoxes et de juifs. Par conséquent, la citoyenneté égyptienne doit être le trait d'union et un ciment entre ces différentes communautés, partageant un moment fondateur, un territoire initial, une langue nationale et une histoire plurielle, vivant sous un même régime politique et censé disposer des mêmes droits et répondre aux mêmes devoirs. Et Sisi inclut ces éléments dans son concept d'État-nation ou d'État national. Certains médias locaux et européens décrivent le personnage d'Abdel Fattah Sisi à la fois comme regroupant le charisme de Jamal Abdel Nasser, notamment lorsqu'il interagit avec l'audience en arabe dialectal, et la sagesse d'Anwar Sadat au plan géostratégique. On peut constater en ce sens que Sisi a noué avant son élection des relations étroites avec les pays ou les monarchies du Golfe arabe ou persique, et a rétrocédé après son élection les îles de Téhéran et Sanafir à l'Arabie saoudite. Par ailleurs, le président égyptien a pu renégocier les accords de Camp David entre l'Égypte et Israël en renvoyant à la hausse la présence militaire égyptienne au nord-est du Sinaï, et ce pour combattre des milices affiliées à l'organisation État islamique. Et en plus du rôle de l'Égypte dans la lutte antiterroriste, de telles initiatives permettent à Sisi d'être soutenu par des puissances régionales et mondiales. Lorsque certaines voix condamnent les exactions commises par les autorités égyptiennes contre les opposants depuis la chute du régime de Mohamed Morsi. Il convient enfin de préciser que le président Abdel Fattah Sisi s'inspire de ses prédécesseurs dans son rapport avec les frères musulmans persécutés par Jamal Abdel Nasser après avoir tenté de l'assassiner en 1954. Cela lui permettrait d'éviter le sort d'Anwar Sadat en 1981, alors que celui-ci avait acquitté les militants de cette association dès son élection. Et quant à Hosni Moubarak, il a échappé à une tentative d'assassinat lors de son déplacement à Addis Abeba en 1995. Cette réalité égyptienne nécessite une maîtrise sans faille d'une opposition hostile par les paroles et par les actes. L'interprétation des résultats n'étant pas exhaustive, nous constatons tout de même que les politiques ont tendance à formuler des mots dans le but de façonner la pensée de leurs auditoires et de recycler les mesures prises par leurs prédécesseurs, provoquant la nostalgie auprès des anciennes générations et suscitant ainsi l'espoir d'un retour à un âge d'or social. Cette nostalgie a aussi un effet sur les nouvelles générations, car elle ouvre la voie à leur imagination, suscite leur curiosité et les fait espérer un retour vers le passé pour vivre mieux. Du coup, chaque courant politique tente de ne citer que les bienfaits d'une politique précédente dont il s'inspire. C'est en suivant cette stratégie que certains courants adoptant l'islam politique utilisent des interprétations erronées des textes religieux pour inciter la population à la haine de l'autre, un autre qui considère comme la cause principale du déclin d'une cité islamique idéale. Du coup, les représentants de ce courant politique présentent un programme électoral promettant un retour à l'âge d'or de l'islam. Et pour faire face à la progression de cette idéologie, les politiques nationalistes tentent d'adapter leur discours à une population susceptible de céder à un discours identitaire, c'est-à-dire prenant l'application des régimes politiques incluant l'islam dans l'organisation de la société. Par conséquent, les dirigeants politiques dans la majorité des pays arabes tentent d'afficher leur appartenance à la communauté musulmane en récitant par exemple El-Basmala au début de leurs allocutions. Cela s'ajoute à l'emploi des mots comme dinuna ou dinina, notre religion, intégrant un nous inclusif. Il s'agit ici d'une similarité entre le discours présidentiel égyptien et tunisien. Et en même temps, les pays européens, est-ce que j'ai le temps, M. Ashkar? Une minute. Encore, vas-y. 2 minutes comme ça. 2 minutes, d'accord.
Donc, cela laisse supposer que les politiques cherchent la stratégie idéale pour conquérir des voix, et étant donné que les populations des pays arabes sont à majorité musulmane, le discours politique doit tenir compte de cette réalité. En même temps, des pays européens combattent depuis la fin du XXe siècle un terrorisme qualifié d'islamiste. Par conséquent, les dirigeants politiques arabes doivent s'afficher comme partenaires de ces pays. C'est pour cette raison que les présidents tunisiens et égyptiens tentent de lever l'amalgame entre islam et terrorisme par les paroles et par les actes, tout en proposant des mesures visant à combattre l'extrémisme religieux, comme le renouvellement du discours religieux pour l'un et le changement de certaines règles religieuses par les chiites pour l'autre. En somme, les projets politiques sont mis en œuvre par les mots auxquels l'orateur attribue selon la situation de communication, des définitions par extension qui ne regroupent pas souvent les traits sémantiques de leur définition principale. Et pour tourner, la langue préexiste dans la masse de ces mots et expressions. Les usages sont déjà là et il suffit de choisir. Mais pour convaincre et rester crédible, l'énonciateur politique se risque rarement à inventer. Et je vous remercie pour... Merci beaucoup, Yacine. Et voici les références que j'ai utilisées. D'accord, merci.